Merci beaucoup de vous être déplacés pour le lancement de cette campagne Études en France. Je me présente, je m'appelle Héloïse Sens. C'est moi qui m'occupe de l'espace Campus France Mauritanie. Je pense que certains le savent. Notre bureau est situé à l'étage de la médiathèque de l'Institut français. Je suppose que j'en ai déjà vu passer certains d'entre vous. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Héloïse. Et Aïchatou qui vous a accueilli, qui est ma collègue et qui travaille aussi à Campus France. Cette conférence a pour objet le début de la campagne Études en France qui a commencé le 1er octobre et qui va s'achever à différentes dates selon vos profils. Ce soir on va voir, déjà je vais vous présenter globalement les études supérieures en France, les différentes voies d'accès, les différents types d'établissements, etc. Aussi aborder un peu plus, en détail en fonction des domaines d'études. Je vais aussi aborder les procédures études en France, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, comment candidater, quelles sont les dates, quelles sont les dates à respecter, quels sont les documents à fournir, quelles sont les exigences. Et un point très important, je vais vous mettre en garde contre certaines pratiques. Et vous faire prendre conscience que les études en France, c'est un tremplin extraordinaire, mais effectivement, c'est un long chemin avant d'arriver en France. Et ça, je pense que vous devez en être tous conscients. Ok, donc on va démarrer. Je pense que beaucoup d'autres étudiants vont nous rejoindre au fur et à mesure. Je sais qu'il est un peu tôt. Je sais que tout le monde n'est pas rentré de vacances, mais bon voilà, la campagne a déjà commencé depuis 5 jours, donc nous devions organiser cette conférence aujourd'hui. Alors, Alors, Campus France. Un rappel évidemment, qu'est-ce que c'est Campus France? Campus France, c'est un service qui fait partie intégrante de l'ambassade de France en Mauritanie. Vous avez bien vu, il y a l'ambassade, le consulat, l'Institut français et notre bureau. On fait tous partie de l'ambassade de France. C'est quoi notre mission? Alors déjà, pour commencer, la première mission, c'est évidemment de vous informer sur les études supérieures en France. Comme je viens de vous dire, c'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Et je répondrai à vos questions après la fin de la conférence. Ensuite, il faut évidemment qu'on vous accompagne dans la construction de votre projet d'études. Bien vous aider à construire votre dossier de candidature, vos lettres de motivation, etc. Et aussi, en fait, nous jouons le rôle d'interlocuteur entre les établissements, le consulat et vous. En fait, on est le point focal, c'est-à-dire que pour toutes ces questions, c'est à nous à qui vous devez faire référence, et nous sommes là pour faciliter toutes ces démarches, toutes les démarches de candidature auprès des universités ou d'autres établissements, et aussi les démarches auprès du consulat. C'est-à-dire que si à la fin de votre procédure, vous devez demander un visa, ça passe par là. Voilà. Alors, petit panorama de la mobilité étudiante en France. En France, dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, on compte 2,7 millions d'étudiants, dont 370 000 étudiants étrangers, ce qui représente quand même 14% de l'effectif. Alors sachez que la France est le 7e pays à accueillir des étudiants étrangers, avec les États-Unis, le Canada et la Chine, dans le top 3. Les 6 premiers pays d'origine des étudiants internationaux en France. Je pense que vous le savez, les étudiants marocains représentent une très grosse majorité des étudiants étrangers en France, suivis de près par les Chinois. Ensuite, ce sont les Algériens qui occupent la 3e place, puis l'Italie, enfin le Sénégal et la Tunisie. L'Afrique est quand même assez largement représentée dans ces effectifs. Alors, vous pouvez voir à gauche aussi la carte de France qui attire bon nombre d'étudiants étrangers. Évidemment, l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est la région où se trouve Paris et de très nombreuses universités d'excellence. Je pense que vous êtes tous au courant que Paris est un pôle d'attractivité pour les étudiants.
mais il ne faut pas négliger les autres régions qui comptent aussi d'excellentes universités et d'écoles de tout type, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, etc. Donc avec notamment le développement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Auvergne-Rhône-Alpes, c'est notamment Lyon, c'est notamment Grenoble. Voilà, on a aussi le Grand Est, donc la région en Alsace, en Lorraine, donc Alsace et Strasbourg, voilà, avec Colmar, etc. Si ça vous dit quelque chose, si certains d'entre vous sont déjà allés en France. Voilà, donc ça je vais passer. Alors, le système de diplôme, il est assez simple, puisque c'est exactement le même système que le système mauritanien. Donc, c'est-à-dire que nous avons le système des licences, donc, qui est composé de 6 semestres, répartis sur 3 années, donc, qui vous donne droit à 180 crédits. Après la licence, nous avons la possibilité de continuer en master sur 2 ans et 4 semestres, qui vous donne la possibilité d'avoir 120 crédits. Et enfin, le doctorat, dans lequel on peut poursuivre après, évidemment, l'obtention d'un master. Donc un doctorat, c'est 3 ans minimum. Bon, ça ne s'exprime pas en termes de crédit, parce qu'il y a des gens qui font des doctorats en 3 ans, il y en a qui en font en 6 ans, etc. C'est un peu selon le parcours de l'étudiant. Donc le système de CTS, European Credit Transfer System, c'est un système européen d'unités d'enseignement qui est transférable en fonction des pays. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une licence en Mauritanie, donc qui a obtenu 180 crédits, aura l'équivalent d'une licence en France qui utilise le même système de crédit. Donc ça, c'est quand même assez pratique au niveau de la reconnaissance des diplômes, des équivalences. C'est assez pratique justement pour organiser une mobilité. Donc voilà. Alors, les études accessibles à partir du bac. Donc là, je vous présente vraiment un panorama général des études et on verra ça plus en détail à la suite. Donc là, je vous fais vraiment très rapidement. Donc on a tout le système de l'université, donc que vous voyez à gauche, donc avec notamment les licences pro, hein, en 3e année, les licences pro, les DUT. Alors pour ceux qui savent ce que c'est un DUT, un diplôme universitaire de technologie, maintenant, depuis 1 an, ils sont remplacés par des BUT, des bachelors universitaires de technologie. Et donc les BUT, la différence, c'est qu'ils se déroulent en 3 ans, donc ça vous donne l'équivalent d'une licence. Voilà, donc après une licence ou un BUT, on peut continuer en master, puis après en doctorat, comme je viens de vous l'expliquer. Il y a le cas particulier de la médecine. Donc la médecine se déroule obligatoirement à l'université, mais c'est un parcours différent et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Ensuite, nous avons le système des écoles spécialisées. Donc c'est des écoles qui forment à des diplômes reconnus par l'État, mais qui ne sont pas... ce sont des formations qui en général ne sont pas disponibles dans les universités. Donc, par exemple, il y a tout ce qui est infirmier, devenir technicien de laboratoire, tout ce genre de choses. Devenir, par exemple, expert comptable. En général, ça se passe dans des écoles qui délivrent un certain diplôme. Dans les lycées, alors on a les BTS. Donc là, je sais que vous avez aussi le système de BTS en Mauritanie. Donc voilà, donc le BTS, avant, c'était l'équivalent d'un DUT. Donc un DUT, c'était à l'université, un BTS, c'était dans les lycées. C'est pas parce que c'est dans un lycée que ce ne sont pas considérés comme des études supérieures. Ce sont des études supérieures. Donc voilà, donc après un BTS, on peut poursuivre en licence professionnelle. Donc cette fois-ci, on ira à la fac, à l'université, pour continuer en licence professionnelle. On a le DCG, le diplôme de comptabilité générale dont je vous parlais. Et ensuite, on a le système des grandes écoles. Donc il y a des grandes écoles d'ingénieurs, des grandes écoles de commerce. En général, la voie royale, pour accéder à ces grandes écoles, c'est après une classe préparatoire, une CPGE, ce qui s'appelle classe préparatoire aux grandes écoles. Et les CPGE sont situés aussi au sein de lycées. Voilà. Donc je vais revenir en détail sur chacun de ces aspects. Donc voilà, ça reprend ce que je viens de dire. Donc on a les BUT et les licences générales ou licences pro à l'université, auxquelles on peut accéder directement après le bac.
ou on peut faire le choix d'aller en classe préparatoire en BTS, ou de directement rentrer dans des écoles qui préparent des diplômes spécifiques. Alors, là, je vais vraiment aborder différents domaines de manière très générale. Après, vous pouvez me poser des questions après ma présentation. Et évidemment, vous pouvez tous les jours venir à l'espace Campus France pour qu'on réponde de manière plus précise à votre cas particulier. Donc, les lettres et sciences humaines, bon, d'expérience, je sais que les Mauritaniens ne s'orientent pas forcément vers ce genre de domaine quand ils veulent aller en France. Mais évidemment, il y a toujours des gens qui sont intéressés, donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc, les lettres et sciences humaines, c'est quand même un domaine assez général, où il y a beaucoup de disciplines qui sont regroupées dans ce domaine. Donc les sciences sociales, l'histoire, la philosophie, les lettres modernes, les lettres classiques. On a ce qu'on appelle les licences LEA, licences étrangères appliquées. Ça, c'est pour faire notamment de la traduction, travail des entreprises. On a LLCE, c'est langue et civilisation étrangères. Voilà, donc on a énormément de domaines, de sous-domaines dans ce domaine. En général, les gens se tournent plutôt vers l'université. Donc voilà, donc après l'obtention d'une licence, on peut continuer en master. En général, les gens qui deviennent par exemple prof d'histoire ou prof de français passent par ce genre de licence. Encore une fois, en France, il y a ce système de classe préparatoire. Donc on peut aussi faire une classe préparatoire littéraire qui, après sur concours, on peut intégrer de grandes écoles, mais on peut aussi retourner à l'université pour continuer en master. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le journalisme, c'est aussi en général vers ces domaines qu'on se tourne. Donc les écoles de journalisme, il y a des écoles privées et des écoles publiques pour lesquelles vous pouvez passer un concours. Donc certaines écoles aussi sont accessibles juste après le bac. Donc voilà, donc écoles publiques ou privées. Alors, c'est pas parce que c'est des écoles, il y a des écoles privées que ce sont des mauvaises écoles. Ce n'est pas cette distinction qu'il faut faire. D'ailleurs, je vais apporter un point de vigilance plus tard pour vous parler vraiment des établissements privés, parce que je pense que c'est important. Des étudiants étrangers qui ne sont pas forcément au courant de comment est organisé l'enseignement supérieur en France. Voilà, donc je vais vraiment préciser ce à quoi vous devez faire attention quand vous cherchez une inscription dans une école privée en France. Voilà, les frais de scolarité, je vais aussi en parler tout à l'heure. Donc sachez que pour un étudiant étranger, une année de licence, ça coûte 2 770 € par an. Voilà, une année de master, ça coûte 3 770 € par an. Et en général, les classes prépa, c'est gratuit quand vous êtes dans un lycée public. Quand c'est dans un lycée privé, alors le lycée privé adopte un taux différencié en fonction de la situation de l'élève. En général, une prépa privée, c'est maximum 2 000 € par an. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Petit problème technique. C'est bientôt prêt? Je suis désolée de ce petit contretemps, mais nous allons rattraper notre retard. Est-ce que parmi vous, dans le public, est-ce que ceux qui sont intéressés par des études d'ingénieur pourraient lever la main? Pour voir à peu près. Ne soyez pas timides. Il n'y a que 3 personnes qui sont intéressées par des études d'ingénieur. C'est pas ce que j'ai vu de mon expérience.
Dans mon expérience, c'est pas ce que j'ai vu. Donc, vous êtes timide, je sais pas. Ok. Bah, c'est un peu. Bah, si tu peux déplacer un peu l'écran vers la gauche, vers la droite, s'il te plaît. Voilà, merci. Ok. Donc je vais aborder maintenant le domaine du droit, économie et gestion. Donc là encore, c'est des domaines très vastes. Vous pourrez me poser des questions à la fin. Alors pour le coup, je sais que le domaine de l'économie et de la gestion, ça vous intéresse, les ressources humaines, la comptabilité. Ça, je le sais d'expérience, donc je pense que ça peut vous intéresser. Donc déjà pour vous présenter les licences que vous devez chercher si vous êtes déjà dans ce domaine, si vous étudiez déjà la gestion, le contrôle de l'audit, la comptabilité, les ressources humaines en Mauritanie. Il y a deux licences principales que vous devez viser à la fac. Ce sont les licences d'éco-gestion et les licences AES. AES, cela veut dire administration économique et sociale. Donc ça, c'est les deux licences générales que vous pouvez poursuivre à la fac, avec une spécialisation en licence 3. Et ensuite, évidemment, si vous avez des bons résultats, vous pouvez continuer en master. Nous avons le DCG. Alors, je pense que ça peut vous intéresser. Le DCG, c'est un diplôme officiel pour devenir comptable. Donc, le DCG, ça veut dire diplôme de comptabilité générale. Donc, ce DCG se prépare alors soit à la fac, il y a certaines facs qui organisent des cours de DCG, ou dans des écoles spécialisées, dont je vous parlais tout à l'heure. Le DCG, c'est l'équivalent de 3 ans, donc d'une licence 3. Si vous souhaitez devenir expert comptable, il y a ce qu'on appelle le DSCG, le diplôme supérieur de comptabilité générale. Et ça, de la même manière, ça se prépare à la fois à l'université et dans des écoles spécialisées. Nous avons aussi les instituts d'administration d'entreprise, les IAE. Donc je ne pense pas que vous connaissiez beaucoup ce genre d'établissement, et c'est une erreur, car en fait, ce sont des écoles de commerce hébergées au sein d'universités qui sont d'un excellent niveau. Donc, je pense que quasiment tout le monde trouve un emploi après avoir passé par un IAE, et c'est assez sélectif, donc évidemment ça, il faut en être conscient. Et évidemment, nous avons les fameuses écoles de commerce et de management. Et pour le coup, en France, nous sommes vraiment très bons dans ce domaine. Donc évidemment, la plus connue, c'est HEC, donc qui se situe en région parisienne. On a l'ESSEC qui se situe exactement aussi en région parisienne. On a l'EM on a l'EDEC, ensuite des écoles aussi de très bon niveau, on a Neoma, Audencia, bref, Kedge et tout ça. Donc ça, c'est tout à fait accessible, et il y a d'ailleurs plusieurs façons de rentrer dans ces écoles. Et ça, je pourrais aussi vous en parler plus en détail si vous le souhaitez. Dans les écoles de commerce, d'ailleurs, on y accède majoritairement via une classe préparatoire section économique. Donc, comme je vous l'ai dit, les classes prépa, c'est au lycée. Après 2 ans de classe prépa, si vous ne souhaitez pas passer le concours des écoles de commerce, il n'y a aucun problème. Vous avez des équivalences à L2, donc vous pouvez continuer vos études en licence 3 à l'université. Ce qu'il faut bien se rendre compte en France, c'est que les études supérieures sont flexibles. C'est-à-dire que si on commence ces études à l'université, il n'y a aucun problème, il y a beaucoup de passerelles qui vous sont offertes pour passer dans des écoles spécialisées, pour passer dans des écoles d'ingénieurs, pour passer dans des écoles de commerce. Et de la même manière, si vous êtes dans des écoles, si vous commencez en prépa, en lycée, etc., il y a énormément de passerelles disponibles pour continuer ces études à l'université. Donc ce ne sont pas du tout des environnements fermés, et il ne faut pas avoir peur de ne jamais rentrer en école si vous êtes à l'université, ou si vous n'avez pas d'école de commerce suite au concours de classe prépa éco. Il n'y a aucun problème, vous pouvez continuer vos études à l'université, et vous pouvez accéder comme ça à des études d'excellence. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment important de le savoir, c'est que vous avez toujours des passerelles entre les différents types d'enseignement supérieur. Alors, les métiers de la santé. Donc je pense que ça intéresse aussi certaines personnes. Donc si vous voulez devenir médecin,
Donc il y a eu une grosse réforme en France depuis 2 ans. Avant c'était ce qu'on appelait la PACES, la première année commune aux études de santé. Donc c'était une année extrêmement dure et on pouvait passer comme ça à l'issue de la première année plusieurs fois le concours et redoubler plusieurs fois. Et malheureusement cette première année de médecine ne donnait pas lieu à une équivalence à une L1. Et ça a changé maintenant. Donc la première année de médecine officielle, c'est ce qu'on appelle la PASS. À l'issue de cette PASS, en fait, vous êtes évalué à la fois sur vos notes que vous aurez obtenues au cours de l'année, et si votre dossier de contrôle continu n'est pas assez bon, là vous avez la possibilité de passer les examens pour quand même rentrer en deuxième année de médecine. Et la grosse différence avec le système antérieur, c'est que suite à cette passe, vous ne redoublez pas en fait. Vous passez directement en licence 2, ce qu'on appelle la licence accès santé. Et à l'issue de cette licence 2, vous pouvez retenter encore une fois les examens pour passer cette fois-ci en deuxième année. Vous refaites une deuxième année si jamais vous avez réussi l'examen suite à cette licence 2 accès santé. Si, suite à l'issue de cette LAS L2, vous n'avez toujours pas réussi l'examen, vous pouvez passer en licence 3 et encore une fois passer l'examen pour entrer en deuxième année de médecine. Alors, bon, évidemment, si vous êtes sûr de vouloir faire médecine, il faut viser la passe dès le début. Car 60% des gens qui intègrent la deuxième année de médecine sont issus de la passe. Et les 40% de restants, 40 à 50% restants, se partagent entre des gens qui ont fait soit une licence 1 accès santé, soit une licence 2 accès santé, soit une licence 3 accès santé. Mais rien n'est perdu. Suite à votre passe, vous pouvez retenter au moins 2 fois l'examen pour entrer en deuxième année de médecine. Donc voilà, donc suite à ces années de médecine, vous pouvez devenir médecin, vous pouvez devenir sage-femme, vous pouvez devenir dentiste, pharmacien ou kiné. Donc voilà, donc ça regroupe tout un tas de formations. Et bien sûr, il y a des gens qui sont aussi intéressés par des licences accès santé sans vouloir devenir médecin, et donc pour faire des études dans le paramédical et pour continuer en master. Ça, c'est bien sûr, il n'y a aucun problème. Alors je sais que le schéma il est un peu complexe, mais je pense que je viens de vous l'expliquer. Si vous voulez des précisions, vous pourrez me le demander à la fin. Voilà. Alors, le domaine des sciences. Donc même si peu d'entre vous ont levé la main, je pense que ça vous intéresse quand même parce que ça fait 1 an que je suis en Mauritanie et j'ai un peu compris le profil des étudiants ici. Donc beaucoup d'entre vous sont en biologie, à l'université de Nouakchott, voilà ce genre de choses. Donc ça vous concerne. Donc les licences de sciences généralistes, évidemment, se déroulent à l'université. Donc on a les licences générales, la L1, la L2, la L3. On a des licences, donc les buts, bachelor universitaire de technologie qui sont un peu plus professionnalisants. Voilà, donc si par exemple vous avez envie de rentrer rapidement sur le marché du travail, si vous ne cherchez pas à continuer vos études en master, en général les gens se tournent vers un BUT ou un DUT comme ça existait avant. Voilà. Et en général, les gens après le DUT continuent en licence professionnelle et après arrêtent leurs études et rentrent sur le marché du travail. Donc voilà. Donc on est des techniciens après avoir obtenu un BUT. Ça arrive, il y a des gens qui obtiennent un BUT ou une licence professionnelle et qui continuent leurs études en master. Alors ça, je ne vais pas le cacher, c'est assez rare, il faut avoir un très 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 bon niveau et surtout il faut avoir un projet défini, clair et cohérent. On ne peut pas, non, j'ai envie de faire un master parce que ça m'intéresse. Non. Ça marche pas comme ça, surtout qu'il y a une grosse sélection en master maintenant en France. Donc voilà, normalement, les gens qui font une licence pro ou un BUT ne continuez pas en master, ça peut arriver, si vous avez un projet vraiment solide. Voilà. Les écoles d'ingénieurs, donc ça je vous en ai parlé un petit peu, je vais en reparler parce que j'ai fait tout un topo sur les écoles d'ingénieurs. Donc la voie royale, encore une fois, pour entrer en école d'ingénieur, et évidemment la plus connue c'est Polytechnique, je pense que certains d'entre vous le savent.
Donc c'est la prépa scientifique qui se déroule dans les lycées. Donc, et encore une fois, si après 2 ans de prépa scientifique, vous n'avez pas réussi les examens des écoles d'ingénieurs, ou même il y a des gens qui vont en prépa parce que ça les intéresse, parce que c'est une certaine façon de travailler, et ils ne sont pas du tout intéressés par aller dans des écoles d'ingénieurs. Et après, évidemment, ils ont une équivalence en licence 2 et ils rentrent directement en licence 3 à l'université pour continuer leurs études. Voilà, parce que la prépa, 2 ans de prépa, ce n'est pas un diplôme. On n'obtient pas de diplôme après une prépa. Par contre, quand vous êtes en prépa, vous êtes obligatoirement inscrit en parallèle dans une université. Donc, c'est-à-dire que vous avez passé 1 an de prépa, et ben vous aurez fait automatiquement une licence 1. Vous passez 2 ans, vous aurez automatiquement une licence 2, justement pour vous permettre de rebasculer vers le système universitaire à la fin de la prépa. Donc après une prépa sciences, nous avons les écoles d'ingénieurs, on a les écoles normales supérieures, donc ça c'est pour des gens, des chercheurs, de ceux qui veulent devenir professeurs agrégés, et les écoles vétérinaires. Donc voilà, pour devenir vétérinaire en France, il faut obligatoirement passer par une prépa et passer le concours des écoles vétérinaires. On a aussi des écoles d'ingénieurs, beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui sont post-bac et qui sont très bonnes. Et en général, ces écoles ont des prépas intégrées. Donc en général, ce genre d'école post-bac, c'est des écoles assez spécifiques, assez orientées vers tel ou tel domaine. Donc effectivement, si vous souhaitez plus vous orienter vers un domaine d'ingénierie plus généraliste, il faut plutôt vous orienter vers des prépas. Donc dans le domaine des sciences, biologie, tout ça, donc, je viens de l'expliquer, on a le système universitaire. Et voilà, gardez en tête qu'il y a toujours des passerelles disponibles dans un sens ou dans un autre entre une école et une université. Alors, devenir ingénieur, école, université. Donc là, je vais aborder un peu plus en détail le domaine de l'ingénierie. Alors, être ingénieur, c'est un titre. Un titre qui est accordé par la CTI, la Commission des titres d'ingénieur. Et on ne peut avoir le titre d'ingénieur seulement après être passé par une école d'ingénieur. Donc si vous faites un master d'ingénierie à l'université, vous n'aurez pas le titre d'ingénieur. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas ingénieur. Vous n'aurez juste pas le titre d'ingénieur, mais vous pouvez tout à fait travailler en tant qu'ingénieur dans une entreprise. Ça, il n'y a aucun problème. Ce sont les mêmes études, ce sont les mêmes formations. Vous n'aurez juste pas le titre d'ingénieur. Alors après, il y a des cas spécifiques. Il y a des écoles polytech, donc c'est des écoles d'ingénieurs hébergées au sein d'universités. Celles-là, par contre, délivrent le titre d'ingénieur. Je sais que c'est très compliqué, les études en France. Voilà, donc il y a les réseaux polytech, donc, qui est assez accessible, et je pense que les étudiants mauritaniens, j'ai vu beaucoup d'étudiants mauritaniens candidater et être admis dans ce réseau polytech. Donc il y a à peu près il y a quelques écoles qui font partie de ce réseau polytech en France. Donc comme je le disais, toutes ces écoles sont hébergées au sein de l'université, mais vous obtiendrez quand même le titre d'ingénieur. Après, on a le réseau des grandes écoles d'ingénieurs, donc l'école centrale, l'école des mines, l'INSA, l'INP, l'ENI, etc. Notamment l'école polytechnique l'école supérieure polytechnique de Mauritanie, a des accords avec l'INSA, avec l'école des mines d'Alès, avec l'école de géologie de Nancy. Donc voilà, après passer par ce genre d'école, vous obtiendrez le titre d'ingénieur. Comme je le disais tout à l'heure, je parlais d'écoles généralistes ou d'écoles de spécialité. Donc les écoles généralistes sont plutôt accessibles après 2 ans de prépa, alors que les écoles de spécialité, en général, ce sont des écoles post-bac. Qui ont eux-mêmes une prépa intégrée. École publique ou école privée, alors ce n'est pas parce que l'école d'ingénieur est privée que c'est une mauvaise école. Et c'est pas parce qu'elle est super chère que c'est une très bonne école. Ça, il faut s'enlever de la tête ces idées préconçues. Si on paye 15 000 € l'année, alors c'est forcément une super école. Si on paye 1 000 € l'année, c'est forcément une mauvaise école. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a 204 écoles d'ingénieurs reconnues par l'État en France. Voilà, donc à l'issue de toutes ces écoles d'ingénieurs, après avoir passé par chacune de ces écoles d'ingénieurs, vous pouvez obtenir le titre d'ingénieur.
Et d'ailleurs, une majorité d'entre elles, de ces écoles d'ingénieurs, sont privées. Donc voilà, il y a de très grandes écoles d'ingénieurs qui sont privées. Non. Voilà, je voulais juste revenir sur le fait d'étudier l'ingénierie à l'université. Donc, il y a des licences d'ingénierie, il y a des masters d'ingénierie qui sont spécialisés. Et donc ça, comme je vous l'ai dit, vous pouvez totalement travailler en tant qu'ingénieur dans une entreprise sans avoir le titre d'ingénieur. Donc après, évidemment, l'université, une école, c'est pas du tout le même rythme. Il faut savoir qu'à l'université, il faut être très autonome. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en général, en licence 1, donc en première année de licence à l'université en France, on est dans des grands amphithéâtres. Bon, je pense que c'est la même chose ici à l'université de Nouakchott. On est dans des grands amphithéâtres avec 200, 300 personnes. Il faut être autonome, il faut bien écouter le prof. En général, il ne répondra pas trop à vos questions, c'est pas trop le genre des profs à la fac en France. Mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir qu'à l'université en France, il faut être autonome. Et c'est normal que vous soyez un peu perdu en arrivant en France face à ce système où vraiment il faut se débrouiller. Donc, alors qu'en prépa, je pense que vous le savez, en prépa, c'est un rythme comme au lycée en fait finalement, c'est du lundi au vendredi de 8h à 18h. Et on travaille énormément. On travaille énormément, ça ne veut pas dire qu'à la fac il ne faut pas travailler énormément. Il faut travailler énormément à la fac si vous voulez vous démarquer, si vous voulez sortir du lot. Si après vous voulez rentrer en master, il faut absolument vous démarquer. Mais ça demande beaucoup d'autonomie, beaucoup de volonté. En prépa, malheureusement, vous n'aurez pas le choix. J'ai fait moi-même une prépa. Voilà, vous aurez beaucoup de choses à faire. Après, c'est une expérience très excitante, je veux dire, une sorte d'esprit de communauté qui se crée entre les élèves, voilà. Donc ça va, si vous décidez de faire une prépa, ça va quasiment devenir votre deuxième famille, votre classe en prépa. Voilà, après il y a des gens, ça leur correspond pas, ils préfèrent l'université, ils préfèrent être autonomes, ils préfèrent faire leur petit planning, leur petit emploi du temps, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est à vous de voir, et c'est justement, ça me permet de faire la transition vers mon prochain point, qui est préparer son projet. Qu'est-ce que vous voulez dans le fond? Parce que ça, c'est vraiment, quand je vois des étudiants arriver vers moi et candidater, ce qui me fait peur, c'est que beaucoup d'entre eux ne savent pas ce qu'ils veulent faire ou ne se sont pas renseignés. Et évidemment, ça, l'université ou un établissement, un autre type d'établissement qui reçoit vos candidatures, elles le savent, elles vont savoir. Parce qu'elles vont voir que soit l'étudiant n'aura pas fait de choix cohérents, il n'aura pas bien motivé son projet, donc on ne sait pas trop où est-ce qu'il va. Il pense que tout va être facile en France. C'est pas le cas, c'est pas forcément le cas. Donc vraiment, dès maintenant, vous avez encore le temps, il faut bien préparer son projet. Qu'est-ce que vous voulez faire comme métier? C'est ok, vous n'avez pas besoin de savoir précisément ce que vous devez faire absolument plus tard. Mais au moins, avoir une idée, avoir quelque chose en tête. Et si vous n'avez pas d'idée précise de métier, choisir une voie qui vous intéresse, bien évidemment, qui vous est accessible au vu de vos résultats et qui va vous permettre justement de vous ouvrir quelques portes. Parce que si vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire absolument, il ne faut pas se fermer des portes en allant directement dans un cursus trop spécifique. Donc voilà, donc quel métier, quel diplôme, est-ce que mon parcours que j'ai déjà derrière moi, est-ce qu'il me permet d'accéder à la formation dont je rêve? Est-ce que j'ai des chances de réussir l'examen qui me permettra d'obtenir le diplôme? Est-ce que j'ai des résultats suffisants? Et voilà, est-ce que la formation vers laquelle je souhaite m'orienter, est-ce qu'elle va me permettre d'exercer le métier que je souhaite? Si vous avez déjà une idée de métier précis, bien sûr. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, de votre projet professionnel va dépendre le choix de votre formation. Alors, soit une formation courte, comme les BTS, comme les BUT, qui en général n'appellent pas à une poursuite d'études au-delà du BTS ou du BUT, ou une formation longue, donc master ou école d'ingénieur, école de commerce, etc.
Et la sélection de type d'établissement, donc BTS, DUT, université, grande école, etc. Il faut que, avant de candidater, il faut déjà que ça soit clair dans votre tête. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi? C'est quoi vos atouts? Est-ce que j'ai les résultats suffisants? Est-ce que je connais? Est-ce que j'ai bien étudié toutes les possibilités que m'offrait l'enseignement supérieur français? Donc ça, en fait, c'est Aïchatou et moi qui vont vous accueillir. On va le voir. En fait. Si vous n'êtes pas prêts, on va tous le voir. C'est pas la peine de faire semblant. On est au courant, on sait comment ça se passe. Donc c'est pour ça que vraiment j'insiste sur le fait, renseignez-vous. Renseignez-vous avant, commencez à y penser dès maintenant. Donc voilà, et en plus, d'autant plus que sur la plateforme de candidature, vous aurez besoin de rédiger des motivations. Et ça, en France, on est un pays, on adore les lettres de motivation. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour les commissions pédagogiques, pour les professeurs qui vont vous choisir. Donc ça, vraiment, je vous conseille vraiment bien clair sur son projet et vraiment bien se renseigner. Alors, justement, je sais que tout ça c'est un peu flou, donc là je vous donne les petits sites. Ça c'est vraiment le minimum syndical, les petits sites de référence pour vous orienter. Donc ceux qui passent un baccalauréat français, alors là je pense que vraiment je ne m'adresse pas à des gens qui vont peut-être pas passer le baccalauréat français, mais on ne sait jamais. Donc vous pouvez déjà aller sur Parcoursup. Alors, et sur Terminal, bon là c'était l'ancienne version. On va passer sur ça. Moi je vais vraiment me concentrer sur la majorité d'entre vous qui passent un baccalauréat mauritanien ou qui ont déjà un bac mauritanien ou même étranger, sénégalais, congolais, camerounais. Voilà, donc tout ça, vous êtes concernés par le catalogue Campus France. Donc Campus France, on a répertorié toutes les formations qui sont ouvertes, auxquelles vous pouvez candidater à partir de la plateforme de candidature. Donc vraiment, n'hésitez pas, le catalogue il est très bien fait. On peut rechercher des formations par domaine, on peut rechercher des formations par mots-clés. Voilà, vous verrez, c'est vraiment très bien fait. Il y a des liens qui mettent directement au site de l'université, directement au site de la formation, etc. Donc vraiment, c'est bien fait. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rendre sur le catalogue Campus France. Il suffit de taper catalogue Campus France sur Google et ça va être le premier lien qui va apparaître. Alors on a aussi le site de l'ONICEP, donc ça on en parle beaucoup quand on est au lycée en France. Alors l'ONICEP c'est un site d'information sur les études supérieures officielles, donc c'est le gouvernement français qui gère ce site. Donc il y a énormément d'informations sur les différentes formations. Il parle des réformes, par exemple vous allez taper je vais devenir ingénieur génie civil. Et on va vous présenter les différentes voies d'accès à ce métier. Voilà, donc ça vous donne beaucoup d'informations sur l'organisation des études, ça vous donne des conseils de vie étudiante et ça vous parle des débouchés professionnels. On a aussi des sites de l'étudiant, donc c'est l'étudiant.fr. Donc de la même manière, donc ça c'est pas un site officiel, mais c'est un site qui est très bien fait, c'est une référence vraiment en France. Donc voilà, par exemple, vous avez accès au classement national des différentes écoles, des différentes prépas, par exemple. Si absolument vous voulez aller en prépa, le top 5 des prépas qui permettent d'accéder aux meilleures écoles d'ingénieurs, vous allez pouvoir vous renseigner sur ce site, sur le site de l'étudiant. Et ça donne ici plein d'infos et plein de conseils sur la vie étudiante de manière générale. Et donc ça, je pense que pour des étudiants étrangers qui arrivent pour la première fois en France, c'est très, très important et ça vous donne plein de bons plans. Alors, ensuite... Ok, donc j'insiste, je pense que vous le savez tous déjà, mais il y a encore des gens qui viennent me voir sans le savoir. Un bon niveau de français est obligatoire et exigé en France. Ok, donc, c'est-à-dire que moi, si vous n'avez pas de niveau B2 minimum en français, on n'étudiera pas votre dossier. Donc le B2, ça prouve que vous êtes à l'aise à l'oral, que vous savez quand même écrire relativement clairement à l'écrit, et c'est évidemment indispensable. Alors déjà, à l'université, c'est indispensable, parce que comme je vous l'ai dit,
le prof, il va parler devant 300 personnes, il va pas vous attendre, il va pas répéter, voilà. Donc après, c'est normal, il faut s'acclimater, il faut s'habituer à son environnement, mais c'est indispensable. C'est pas pour être méchant avec vous, c'est pas pour vous bloquer qu'on vous demande ça, c'est vraiment ça pour en service, parce que je pense que vous n'imaginez pas à quel point c'est dur de suivre des cours quand on ne maîtrise pas totalement la langue. C'est pas grave, je ne vous demande pas de connaître le mot le plus compliqué de la langue française. Moi non plus, je ne le connais pas. C'est pas ça. Mais un niveau B2 français, on a estimé que c'était le niveau minimum requis pour pouvoir espérer réussir des études en France. Parce qu'il faut savoir qu'un niveau insuffisant en français, c'est une des causes majeures de l'échec des étudiants étrangers. Donc vraiment, il ne faut pas prendre ce sujet à la légère. Et sachez que certaines formations exigent un C1. Alors c'est le cas notamment pour des masters. Beaucoup de masters exigent un C1 parce qu'évidemment le niveau est plus élevé. Alors évidemment, si vous allez étudier en lettres classiques, un niveau en français exigé sera plus important que si vous allez étudier voilà, la biologie évidemment ou les maths. Les maths, je pense que c'est un peu partout pareil dans le monde. Mais voilà, donc j'insiste vraiment, si vous ne le savez pas encore, si vous comptez postuler pour des universités ou d'autres types d'établissements cette année, vous devez passer le B2 absolument. Alors ça tombe bien parce qu'on a l'examen du DELF. Donc, le DELF, c'est le diplôme d'études en langue française. Donc c'est ce qui est exigé, qui prouve le B2. Donc le DELF, on peut s'inscrire dès maintenant. Il va se dérouler du 24 au 29 octobre, alors dans toutes les alliances françaises de Mauritanie. Donc à Attar, à Kaidi, à Kifa, à Nouadhibou, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de Nouadhibou et à Nouakchott, et ainsi qu'Aukrel. Donc Aukrel fait également passer l'examen du DELF. Alors le DELF, c'est quoi Le DELF, le tarif, c'est 1500 MRU, il me semble. C'est ça, 1500 MRU. Nouveau, je précise, 1500 MRU et il est à vie. C'est-à-dire que si dans 10 ans, je ne sais pour quelle raison, on vous demande un niveau à langue française B2, vous pourrez présenter ce DELF B2 que vous aurez passé en 2022 à Nouakchott. Alors il y a un autre type de test, le TCF. Donc comme je l'ai marqué, le TCF c'est un test de connaissance de français. Donc ça c'est un test de connaissance rapide. Donc, c'est-à-dire qu'il faut pas, on n'a pas besoin d'attendre des sessions comme ça. Il y a 5 sessions de DELF par an. Alors que le TCF, c'est-à-dire que vous vous présentez dans une alliance française, vous dites moi j'ai besoin d'un TCF dans 15 jours. Et voilà, donc ils vont vous inscrire, ça dure une seule journée. Et à l'issue de cet examen, vous aurez la possibilité d'obtenir un TCF B2. Qui est aussi valable pour les études en France. Bon, la grosse différence entre un TCF et un DELF, c'est que le TCF n'a une durée de validité que de 2 ans. Donc, c'est-à-dire que si dans 4 ans on vous demande un test de français, eh ben, vous ne pourrez pas présenter ce TCF. Soit il faudra passer un TCF, soit il faut passer le DELF, qui est quand même un peu plus intéressant. Et surtout que le TCF coûte 4000 MRU, et ça s'explique par le fait qu'on peut le passer quasiment immédiatement. Donc voilà, donc moi vraiment je vous encourage pour ceux qui n'ont pas encore le DELF B2 à vous inscrire, il y a encore de la place. Vous allez à la F de Nouakchott, si vous habitez à Nouakchott, vous allez au CREL et vous irez passer le DELF du 24 au 29 octobre. Alors, maintenant on en vient à la question importante du dépôt des candidatures. Alors je pense que vous êtes au courant, il y a la plateforme études en France, il y a Parcoursup pour certains d'entre vous et sinon il y a les concours. Donc les admissions vraiment parallèles. Alors, je vais essayer d'être claire. Et normalement, Ishatou vous a tous distribué un... Ishatou, si tu peux distribuer un... Si tout le monde n'a pas de petits livrets, de calendrier, des procédures et tout ça, voilà. Donc on va vous distribuer tout ça. Ça sera un récapitulatif. Allez. Alors, sachez que la procédure Études en France, c'est une plateforme, qui est une plateforme gérée par le ministère des Affaires étrangères français. Donc, vous serez tous concernés par cette plateforme à partir du moment où vous avez besoin d'un visa.
Donc c'est-à-dire, si vous n'êtes pas européen ou si vous n'êtes pas français, si vous aurez besoin d'un visa, bien évidemment, et vous aurez besoin de passer par cette procédure études en France à un moment ou à un autre. Donc, tous les Mauritaniens et les autres étrangers doivent passer par cette plateforme, même si vous avez passé un baccalauréat français, hein, même si vous avez un baccalauréat autre que mauritanien, même si vous avez déjà une admission en France via Parcoursup, ou même si vous avez passé un concours, n'importe lequel, Polytechnique, Sciences Po, peu importe. De toute manière, pour avoir un visa d'études en France, vous devez passer obligatoirement par Campus France. Il ne faut pas oublier qu'on fait partie de l'ambassade de France. Donc certains étudiants me disent mais non, l'université m'a accepté, c'est un B2, blablabla. Non. En fait, c'est nous, on exige le B2. Et ça, c'est dans le monde entier pareil. Que vous soyez en Mauritanie, en Argentine, en Chine, en Australie, peu importe. Vous devez avoir le B2 en français. Et vous devez passer par études en France à un moment ou à un autre. Donc, je vais vous expliquer. Accrochez-vous, hein, c'est un peu compliqué. Donc là, je pense que je m'adresse à la majorité d'entre vous. Si vous avez un baccalauréat mauritanien ou étranger, ou si vous allez passer là, à la fin de l'année en juin 2023, vous allez faire vos candidatures sur la plateforme Études en France. Si vous voulez rentrer en licence 1, en licence 2, en licence 3, en master, en BUT, en bachelor universitaire de technologie, si vous voulez rentrer en école nationale d'architecture, et il y a aussi certaines écoles d'ingénieurs qui sont connectées à notre plateforme. Donc, pour tout cela, les candidatures seront obligatoirement à faire sur Études en France. Donc, je vous rappelle, les candidatures sont ouvertes depuis le 1er octobre. Ensuite, si vous êtes mauritanien, si vous avez un bac mauritanien ou un autre bac, et que vous voulez rentrer en classe préparatoire pour préparer les concours des écoles d'ingénieurs ou de commerce, eh bien, vous candidaterez sur Parcoursup. Okay, tout simplement pour la raison pour laquelle c'est que les CPGE et également les BTS sont situés au sein de lycées. Alors que études en France, ça concerne vraiment les études à l'université et en école, mais pas les études dans les lycées. Donc, ceux intéressés par une classe prépa, ou un BTS, ou certaines écoles d'ingénieurs de commerce post-bac, eux candidateront sur Parcoursup. Et une fois que vous aurez votre admission Parcoursup, là, vous devrez aussi vous inscrire sur Études en France. Alors, c'est pas du tout la même procédure. Vous candidaterez, ça ne sera pas un obstacle pour vous de candidater sur Études en France. Ce serait une procédure différente, je vais vous l'expliquer. Alors, évidemment, si vous êtes intéressé à la fois par des licences, des masters, des classes prépa, de BTS, c'est deux procédures que vous pouvez cumuler. Vous pouvez à la fois faire des candidatures en licence 1 sur la plateforme Études en France et en même temps candidater en BTS ou en classe prépa sur Parcoursup. Ce n'est pas exclusif, donc vous pouvez faire les deux. Après, comme je vous l'ai dit, ce sont des formations vraiment très différentes. Vous ne serez pas pris en charge de la même manière que vous soyez en classe prépa, en BTS ou en licence. Donc ça, il faut en avoir conscience. Ensuite, si vous voulez poursuivre un doctorat, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui veulent poursuivre un doctorat en France. Alors sachez que nous, on n'étudie pas les candidatures de doctorat. Ceux qui poursuivent un doctorat doivent directement contacter des écoles doctorales en France. Et une fois qu'ils ont une acceptation, qu'ils ont trouvé un directeur de thèse en France qui accepte de soutenir et de superviser leur thèse, c'est là qu'ils viennent nous voir et ils feront la procédure études en France, qui est beaucoup plus simplifiée une fois qu'on a une admission. Tous les étudiants souhaitant passer des concours, donc des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des écoles d'infirmiers, des écoles d'art, les instituts d'études politiques pour faire Sciences Po par exemple. Donc tout ça pareil, ce sont des démarches individuelles, ce sont des concours, donc ça c'est à vous de le faire. Et une fois que vous avez une admission, là vous venez nous voir si vous avez besoin d'un visa. Toutes ces procédures sont cumulables, donc comme je vous dis, si vous voulez à la fois postuler en licence 1, à la fois en classe prépa, et en même temps vous voulez passer le concours pour un institut d'études politiques,
Vous pouvez faire tout ça en même temps. Voilà. Alors, on a le cas des bacs français. Est-ce que ça marche? Le cas des bacs français. Donc, peut-être qu'il y en a parmi vous. Je vais quand même expliquer ça. Alors, si vous avez eu un bac français, par exemple, il y a 4 ans, hein, et que vous voulez rentrer en licence 2 ou en licence 3 ou en master, vous, c'est les candidatures sur études en France et sur certaines écoles d'ingénieurs à partir de la 2e année. En fait, tout ce qui concerne le post-bac, donc la première année après le bac, quand on a un bac français, c'est Parcoursup ou concours. Mais à partir du moment où on veut rentrer en 2e année, si on est mauritanien et qu'on a un bac français, on va candidater sur études en France. Donc voilà, donc Parcoursup, quand on a un bac français, c'est pour les licences 1 seulement, pour les classes préparatoires, pour les BTS, pour certaines écoles d'ingénieurs de commerce post-bac. Et exactement de la même manière, quand on a un bac français et qu'on veut effectuer un doctorat en France, c'est des démarches individuelles. Si on veut faire un concours, évidemment, moi je ne vais pas passer le concours à votre place, c'est à vous de le faire. Et une fois que vous aurez une admission ou une acceptation de la part d'une école doctorale, vous venez vers nous et vous vous inscrivez sur la plateforme Études en France. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Voilà, retenez que de toute manière, à un moment ou à un autre, vous devrez vous inscrire sur la plateforme. Donc, concrètement, les étapes très simplifiées, c'est quoi? Alors, vous avez un résumé vraiment très complet des étapes. Alors, il y a une petite infographie dans tous les carnets qu'on vous a donnés, où les étapes sont précisées. Donc, premièrement, vous créez votre dossier en ligne sur la plateforme Études en France. Vous tapez Études en France sur Google, vous allez tomber directement sur cette plateforme. Donc, vous créez votre dossier en ligne, vous saisissez vos informations personnelles. Alors, pour ceux qui candidatent sur la plateforme, vous remplissez votre panier de candidature, sauf évidemment si vous avez déjà une admission, parce que là, c'est simplifié. Vous n'aurez pas à faire de candidature, puisque vous avez déjà une acceptation. Ensuite, vous soumettez votre dossier de candidature électronique. Vous payez les frais de dossier. Alors, c'est à payer auprès de la Société Générale Médina 3. Vous passez un entretien avec nous. Alors, certains d'entre vous seront exemptés d'entretien, mais ce n'est pas la majorité. Et ensuite, vous pouvez effectuer une demande de visa où vous attendez une réponse des universités au niveau des candidatures. Voilà. Alors, là, c'est le calendrier. Donc, pour tous ceux qui veulent postuler en licence 1 sur la plateforme Études en France, donc en fait, tous ceux qui ont un bac mauritanien ou qui préparent actuellement le bac mauritanien ou un autre bac étranger, vous avez jusqu'au 15 décembre 2022. Donc voilà, donc vous avez encore donc 2 mois et demi. Voilà, un peu moins de 2 mois et demi pour formuler vous avez le droit à 3 vœux maximum. Donc c'est ça. Donc ça a ouvert depuis le 1er octobre. Vous aurez le droit de formuler des vœux jusqu'au 15 décembre. Après le 15 décembre, vous n'aurez plus le droit de changer vos vœux. Par contre, vous pourrez toujours modifier le reste de votre dossier. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore eu le B2 à cette date, vous pourrez par exemple passer un TCF assez rapidement et vous rajouterez l'attestation de TCF à votre dossier. Parce qu'une fois que vous avez formulé vos vœux, une fois que vous avez rempli toutes vos informations et que vous avez prouvé que vous avez eu le B2, ensuite on passe un entretien. On passe un entretien à l'espace Campus France, alors ça sera soit moi, soit Aïchatou, et vous aurez jusqu'au 15 mars pour passer ces entretiens. Donc en gros, du 15 décembre au 15 mars, vous aurez la possibilité non seulement de compléter votre dossier, de passer le B2 et de faire un entretien avec nous. Ensuite, le 15 mars, c'est terminé. C'est-à-dire que toutes vos candidatures sont envoyées aux universités ou aux établissements que vous avez choisis sur la plateforme. Alors sachez que si vous passez à un entretien, par exemple si vous faites tout très rapidement, si vous avez déjà votre B2, si vous avez déjà les formations auxquelles vous souhaitez postuler, si par exemple le 31 octobre vous avez déjà tout finalisé, vous passez l'entretien, alors très bien, mais alors, vos candidatures ne seront pas envoyées en avance aux universités. Toutes les candidatures de tous les étudiants du monde entier, de tous les espaces Campus France du monde, seront envoyés en même temps aux universités.
Donc c'est pour ça que je vous dis, ne vous précipitez pas. Vous ne serez pas prioritaire parce que vous avez fait un entretien avant tout le monde. Mais par contre, effectivement, ça va passer quand même vite. Il faut déjà penser au B2, il faut regarder le catalogue Campus France, voilà. Donc, et puis j'imagine que vous serez aussi pris par vos études en Mauritanie. Il faut bien travailler d'ailleurs. Et il faut bien étudier. Et donc voilà, donc, je sais que ça prend du temps. Donc vraiment, ne perdez pas de temps, mais ne vous précipitez pas non plus. Ensuite, les établissements, eux, ils auront jusqu'au 30 avril pour vous donner une réponse. Donc, en gros, il y aura un mois et demi où vous allez recevoir petit à petit les réponses des établissements. Et alors, si vous avez la chance d'avoir plusieurs acceptations sur ces 3 vœux, et vous, évidemment, vous devrez accepter une des acceptations. Et donc ça, vous aurez jusqu'au 31 mai pour le faire. Ensuite, les écoles d'architecture, donc c'est assez particulier. Moi, personnellement, je n'ai rencontré aucun étudiant qui voulait effectuer des études en architecture, mais c'est tout jamais. C'est important de le préciser. Donc vous, c'est 2 vœux maximum. Donc c'est exactement les mêmes dates et exactement les mêmes procédures. C'est le 1er mars pour la date limite de passage des entretiens, mais sinon c'est exactement les mêmes dates. Donc ça veut dire que vous aurez du 1er octobre au 15 décembre 2022. Alors, il faut savoir que c'est cumulable, c'est-à-dire que si vous voulez postuler des écoles d'architecture, il y aura 2 vœux, mais vous avez tout à fait la possibilité de rajouter 3 vœux en licence 1. Ça, c'est cumulable. Voilà. Donc là, je vais passer pour les candidatures à partir de la L2 jusqu'au master, et pour certaines écoles d'ingénieurs, pour certaines écoles de commerce. Donc, pour tout cela, vous aurez droit à 7 vœux. Ok ? À 7 vœux. Et donc, de la même manière, évidemment, la plateforme est ouverte depuis le 1er octobre. Donc, depuis le 1er octobre, vous pouvez ajouter des vœux de formation. Et alors, vous avez de la chance, c'est un peu plus long les délais, c'est jusqu'au 31 janvier. Jusqu'au 31 janvier, vous avez le droit de soumettre vos candidatures à notre espace. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous soumettez vos candidatures qu'elles sont acceptées définitivement. C'est-à-dire que moi ou Aïchatou, on va pouvoir vous les renvoyer en correction. C'est-à-dire, non, par exemple, on trouve que vous n'avez pas fait des choix cohérents, on va vous le dire. On va vous dire non, il ne faut pas choisir cette formation, elle ne vous correspond pas. Bon, évidemment, nous, ça nous prend énormément de temps. On a plusieurs centaines d'étudiants qui déposent leur vœu de candidature, on est seulement 2. Donc, si vous pouvez prendre le temps de bien réfléchir et de bien faire vos recherches avant de soumettre pour la première fois votre dossier, ça nous arrangerait et ça nous aiderait à mieux vous aider. Parce qu'après, c'est pas bon signe pour vous. Si je vois que ça fait 7 fois que vous soumettez votre dossier, vous n'avez rien écouté à ce que je vous ai dit, c'est pas très bon signe en fait. Donc voilà. Donc en tout cas, vous avez du 1er octobre au 31 janvier. Alors je sais que c'est dans longtemps, 31 janvier, mais je vous en supplie, ne faites pas ça à la dernière minute, parce que moi, j'aurais pas le temps de traiter 300 dossiers à la dernière minute. Donc, faites dès maintenant, faites vos recherches dès maintenant. Vous pouvez créer votre compte dès maintenant, sans forcément déjà être sûr de votre formation. Vous pouvez déjà vous occuper de votre P2 et vous occuper de remplir les autres rubriques de votre compte. De la même manière que pour des candidatures en L1, on aura jusqu'au 15 mars pour faire les entretiens. Et bien sûr, vous avez tout à fait la possibilité de faire des entretiens avant le 31 janvier. Vous pouvez avoir tout fini, il n'y a aucun problème. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous serez prioritaire auprès des universités. Donc les universités auront aussi jusqu'au 30 avril pour vous répondre, et de la même manière que pour des candidatures en L1, vous aurez, vous, jusqu'au 31 mai pour faire un choix. Donc ça, c'est tout ce qui concerne université, BUT et certaines écoles de commerce, certaines écoles d'art. Voilà. Donc ça, tout est précisé dans le petit calendrier qu'on vous a distribué. Alors si vous n'en avez pas, vous irez en chercher à la fin, on en a plein. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ces candidatures sur la plateforme Études en France, elles sont tout à fait cumulables à des candidatures dans d'autres types de formations comme les BTS et les classes préparatoires.
Donc ça, vous aurez aussi droit à 7 vœux au maximum, et ça sera sur la plateforme Parcoursup, comme je vous l'ai expliqué. Donc alors là, pour le coup, vous avez le temps, parce que la plateforme Parcoursup, elle ouvre seulement le 18 janvier. Elle ouvre le 18 janvier, et vous pouvez formuler des vœux jusqu'au 8 mars, et ensuite vous aurez jusqu'au 6 avril pour confirmer vos vœux et pour compléter votre dossier. Et en général, alors Parcoursup, vraiment, ils répondent. C'est échelonné en général entre le mois de juin et le mois d'août. Donc c'est vraiment, voilà, il faut bien être prêt à attendre quand même, parce qu'il y a des listes principales, des listes complémentaires, etc. etc. Donc voilà. Donc si jamais vous avez une admission en BTS, par exemple, vous avez postulé en licence 3, non, en licence 2, non, on va dire en licence 1. Vous avez une admission en licence 1, mais vous avez aussi postulé en BTS. Et vous attendez la réponse pour le BTS. Alors j'ai eu plusieurs cas comme ça de candidats qui étaient acceptés en licence 1. Ensuite, ils avaient toutes les démarches, ils avaient fait les démarches pour le visa pour la licence 1. Et en fait, dernière minute, en fait, ils ont eu une acceptation en BTS, ils ont préféré le BTS. Alors, il n'y a aucun problème. On peut changer ça sur votre compte études en France. Tout simplement, on modifie le projet. Donc voilà, donc il n'y a aucun problème. Donc, comme je vous le dis, on peut cumuler les deux procédures. Voilà, donc le réseau Polytech, ce sont les écoles d'université, les écoles d'ingénieurs au sein des universités, donc, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est encore une procédure différente, qui est cumulable avec les autres procédures. Donc là, vous aurez le choix entre 3 écoles. Et j'en parle particulièrement parce que je sais que c'est très prisé par les étudiants mauritaniens qui sont en train de faire des études en ingénierie. Donc il faut vous rendre sur le site de Polytech. Tout simplement, vous tapez réseau Polytech et il y aura toute une rubrique pour l'admission d'étudiants étrangers. Et donc là, vous allez devoir passer des tests, un entretien, etc. Et si jamais vous avez une admission à Polytech, vous venez, si vous n'avez pas encore créé de compte études en France, si c'est la seule procédure que vous avez faite, vous venez avec votre admission et vous créez un compte études en France, vous me montrerez la preuve de votre admission, on fera un petit entretien et ensuite vous pourrez faire votre demande de visa. Le doctorat, donc évidemment, n'est pas vraiment concerné par ce calendrier, puisque comme je vous l'ai dit, c'est à vous de faire vos recherches, d'école doctorale. Alors on a un outil qui s'appelle Campus Doctorat, alors sur lequel est posté notamment des offres de contrats doctoraux. Donc ça, vous pouvez vous renseigner sur Campus Doctorat. Alors, vraiment, j'insiste, alors je suppose que peut-être vous êtes au courant parce que vous nous suivez déjà sur notre page Facebook, mais vraiment, j'insiste parce que c'est vraiment sur ça qu'on vous fait les dernières annonces, les dates limites, les délais, les prochaines conférences, parce qu'on va organiser de prochaines conférences, notamment avec des alumni qui, eux, ont travaillé en France, qui ont fait leurs études en France, qui sont revenus en Mauritanie. Donc tout ça, on va organiser ce genre d'événement, et évidemment, pour être au courant, le canal principal, c'est Campus France Mauritanie sur Facebook. Donc vraiment, suivez-nous. Si vous voulez vraiment être au courant du délai, des candidatures, des procédures, des spécificités, si vous voulez avoir des conseils, il faut nous suivre sur la page Facebook. Alors également, je sais que les étudiants ont du mal à comprendre comment créer un compte sur la plateforme Études en France. Je rappelle, tout le monde, à un moment donné, devra créer un compte sur la plateforme Études en France. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on a sorti 2 tutoriels. On va en sortir un 3e. On a sorti 2 tutoriels sur notre chaîne YouTube. Donc, vous tapez Campus France Mauritanie sur YouTube et on vous montre vraiment de A à Z comment créer un compte, comment remplir vos informations, pas à pas. Donc, ça, vous pouvez regarder évidemment plusieurs fois pour bien comprendre toutes les spécificités de cette plateforme et de la création de comptes. Donc vraiment, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On va poster des vidéos des alumni, on va poster des témoignages, et puis on va poster des tutoriels également. Voilà. Alors pour toute question, on a aussi, il y a nos contacts sur les petites fiches qu'on vous a distribuées.
Si jamais vous avez des questions, évidemment, nous, on est ouvert du mardi au vendredi, donc de 9h30 à 18h. On est ouvert le lundi seulement sur rendez-vous. Voilà. Alors vous pouvez nous poser nos questions à espace.workshop@campusfrance.org ou vous pouvez nous appeler au 45 29 69 37. Tout ça, c'est rappelé sur les fiches qu'on vous a distribuées. Mais vraiment, je vous en prie, regardez bien les tutos qu'on a créés. Alors là, c'est une partie, il faut vraiment être vigilant, il faut ouvrir aux grandes oreilles, parce que là, je pense que c'est peut-être quelque chose sur lequel je n'ai pas vraiment insisté, pas assez insisté l'année dernière. C'est dès maintenant, il faut réfléchir à comment vous allez financer des études en France. Les études en France, pour un étudiant étranger, qui plus est pour un étudiant mauritanien, le coût de la vie est évidemment pas le même. Évidemment, surtout si vous comptez absolument habiter à Paris ou étudier à Paris, où les prix des loyers sont très élevés. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez absolument prendre en compte dès maintenant. Vous devez absolument dès maintenant en parler à votre famille, à vos parents. Comment vous allez pouvoir financer des études en France. Parce que malheureusement, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui ont eu une acceptation cette année. Et bon, déjà, ils s'y sont pris très tard, c'est-à-dire qu'ils ont accepté, par exemple, ils ont accepté une admission sur la plateforme Études en France, mais par contre, ils sont partis en vacances, ils ont tout oublié, et c'est fin août, ils demandent un visa. Alors ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, et en plus, ils n'ont pas considéré l'aspect financier. Donc, vraiment, je vous demande de réfléchir à cet aspect. Il faut savoir que le consulat demande une preuve de 10 000 € pour la première année. Donc, vous devez justifier d'une capacité à financer vos études à hauteur de 10 000 €. Donc, 10 000 €, je sais que ça ne parle pas forcément à beaucoup d'entre vous, et c'est 375 000 MRU, des nouveaux. Voilà, donc c'est beaucoup. Étudier en France, c'est cher, parce que la vie est chère. Alors, la licence, comme je l'ai dit tout à l'heure, coûte 2 770 € par an et 3 770 € par an pour le master. Alors, sachez que certaines universités appliquent toujours l'ancien taux. L'ancien taux, c'est 170 € par an, donc évidemment, c'est beaucoup moins. Alors, évidemment, ça peut être un critère aussi de choix pour vous. Alors, sur la plateforme Études en France, vous verrez, je vais faire un tuto sur ça. Quand vous cliquez sur la fiche formation, alors, normalement, les universités ont mis à jour leur taux de frais de scolarité. Donc si c'est un critère vraiment pour vous, vous pouvez choisir des universités qui appliquent un ancien taux à 170 € par an. Après, vous pouvez avoir aussi une très bonne nouvelle, il y a plusieurs étudiants, c'est-à-dire qu'ils s'attendaient à payer 2 770 € par an. Et en fait, voilà, quand les universités acceptent l'étudiant, des fois ça arrive, ils exonèrent les étudiants des frais de dossier. Alors, des frais de formation, donc soit totalement, donc ça veut dire qu'à la fin vous payez 0 €, soit de moitié. Donc voilà, vous paierez l'équivalent de 1 300 €, 1 400 €. Bon voilà, il ne faut pas compter sur ça, évidemment. Si vous choisissez une formation où c'est clairement marqué que c'est 2 770 € par an, il faut être prêt à financer ça. Et puis si jamais vous avez une bonne nouvelle, vous êtes exonéré à la fin, bah, c'est tant mieux, c'est que du bonus. Mais il ne faut pas compter sur ça. Donc voilà, donc vraiment, commencez à en parler dès maintenant à vos parents, à votre famille. Si vous travaillez en parallèle, je ne sais pas, vraiment je ne sais pas, mais commencez à économiser. Il faut vraiment... je sais ce que c'est des étudiants étrangers et c'est vraiment un projet de famille en fait. C'est vous qui irez faire des études en France, mais c'est quelque chose qui doit s'envisager au niveau familial parce que bon, j'imagine que à votre âge, au niveau où vous n'avez pas les moyens de financer ça. Donc c'est pour ça vraiment intégrer vos parents dans le processus, dans la réflexion. Donc voilà, donc vraiment, comme je vous dis, ça serait quand même dommage d'avoir une acceptation et d'arriver au moment de déposer son visa et de se rendre compte qu'en fait on n'a pas les moyens de financer ses études. Et évidemment, encore une fois, c'est pas pour être méchant, c'est pas pour vous bloquer. C'est pour vous rendre service en fait, parce que je pense que c'est pas souhaitable d'arriver en France, dans un pays qu'on ne connaît pas, pour réussir des études, de ne pas avoir les moyens. Moi je connais, il y a plusieurs malheureusement étudiants étrangers qui
trouvent pas de logement, ils commencent à dormir dans la rue, enfin bref, c'est une catastrophe. Donc nous, on veut absolument éviter cela. Donc vraiment, j'insiste très fortement là-dessus. Renseignez-vous sur le prix des loyers, renseignez-vous combien ça coûte en France, c'est quoi le budget. Bon, voilà. De manière très globale, je vous dis, le consulat demande à peu près de justifier de 10 000 € par an. Alors c'est soit un compte bloqué, soit c'est votre parent qui va vous faire un virement tous les mois, etc. Bon, bref. Il y a plein de différentes façons de justifier de ses capacités financières. Mais voilà, le consulat demande 10 000 €, et puis après, en fait, il ne s'occupe que de la première année, et après, ça c'est à vous de voir. Ensuite, deuxième point. Alors, je ne sais pas, on a posté un post sur Facebook, alors je ne sais pas si vous l'avez vu. Vraiment, ne faites pas appel à des agences. J'en ai vu passer sur Facebook, et Château aussi en a vu passer sur Facebook. Alors des gens, alors soit ils prennent le nom carrément de Campus France Mauritanie, comme ça si on passait pas le nom, il y a aucun problème. Ah, non. On ne travaille pas avec ces agences. Okay, alors ces agences en général vous payez 3 000, 4 000 MRU, vous promettent un visa, vous certifient que vous allez avoir une mission. Alors non, vous savez, c'est pas eux qui s'occupent de ça, eux ils y sont pour rien dans les admissions. Donc vraiment, ne passez pas par ces agences. Je pense qu'on est capable, on est en mesure, Aïchetou et moi, le site internet, les tutos, les fiches, on est tout à fait en mesure de vous orienter et de vous aider à constituer un dossier pour que vous ne soyez pas obligés de passer par ces agences qui clairement veulent votre argent. Elles veulent votre argent, elles font des procédures payantes et en plus, je suis désolée, hein, vous allez devoir passer un entretien avec nous, des étudiants qui sont passés par des agences, qui n'ont rien fait de leur dossier, qui ne savent même pas comment s'appelle la plateforme, ça se voit tout de suite. Et ça, c'est non, ça se voit tout de suite et c'est très 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 mauvais pour vous. Donc vraiment, ne faites pas appel à ces intermédiaires. Alors même si aussi j'ai beaucoup d'étudiants, c'est leur cousin qui est installé en France, c'est leur sœur, leur frère, blablabla, qui font leur dossier à leur place. Bon, évidemment, ce n'est pas des intermédiaires, ce n'est pas des annonces payantes, mais impliquez-vous dans votre projet. Ça se voit tout de suite que vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est pas vous qui avez choisi les formations, c'est pas vous qui... Vous n'avez pas regardé le contenu des formations, etc. Ça se voit tout de suite et c'est très mauvais signe. Moi, je veux vraiment vous alerter, en fait, en France, il n'y a personne qui va venir vous tenir par la main, il n'y a personne qui sera derrière vous pour vous accompagner. Les cours, vous allez être seul, vous allez être en lien avec d'autres étudiants étrangers, peut-être d'autres étudiants mauritaniens. Bien sûr, vous allez peut-être pouvoir créer ce genre de communauté, mais ça ne va pas être facile. Donc, vraiment, impliquez-vous dans votre projet d'études, parce que quelqu'un de motivé, c'est vraiment quelque chose, ça se voit tout de suite. Et quelqu'un qui est totalement désinvesti, qui arrive le jour de l'entretien, en fait, il ne sait rien, il ne sait pas, il ne sait même pas comment s'appelle la plateforme, il ne connaît pas son numéro de dossier, il ne connaît pas les formations, bref, ça se voit que c'est absolument pas lui qui a touché à son dossier, ça se voit tout de suite. Et ne croyez pas qu'on est bête, en fait, ça se voit tout de suite. Donc vraiment, je vous en supplie, il n'y a aucun problème à se faire aider par la famille qui est déjà passée par la procédure, il n'y a aucun problème. Mais seulement, il faut que ça vienne de vous, il faut que la motivation vienne de vous. Et puis encore une fois, pour revenir sur les officines privées ou les agences, évitez franchement, ça ne facilite en rien l'obtention d'un visa et je dirais même que ça aggrave votre cas, c'est encore pire. Donc vraiment, ne les croyez pas et faites en sorte de bien repérer les gens qui en plus se font passer pour nous. J'en ai vu plusieurs sur Facebook. Donc vraiment, soyez autonomes et venez nous voir, c'est toujours mieux que de se tourner vers ce genre d'agence. Alors, troisième point, concernant les écoles privées. Donc là, moi, je parle spécifiquement à ceux qui pour une raison ou pour une autre, qui ne vont pas faire de candidature sur la plateforme en France et qui, par exemple, j'en ai beaucoup, là, une grosse vague en août et en septembre, d'étudiants qui arrivent, ils ne se sont pas préoccupés de leurs études en France avant le mois d'août. Et donc, ils pensent que comme ça, ils ne savent pas comment faire pour rentrer en France en septembre 2022, on est en août, et ils vont se tourner vers quoi? Vers des écoles privées qui sont de vraies arnaques. Je ne peux pas vous donner de nom, mais en tout cas, elles sont assez repérables.
Alors j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent avec des admissions d'écoles, qui jouent en fait sur les termes, par exemple, vu qu'ils n'ont pas le droit d'appeler leur formation master, M-A-S-T-E-R, parce que ça, vraiment, ça serait illégal. Les masters, c'est un grade reconnu par l'État. Dans la mesure où ils n'ont pas le droit d'utiliser ce terme, parce que pour le coup, ils seraient condamnables, ben, ils vont utiliser de petits subterfuges, par exemple en ajoutant un U après le E. Ils vont faire master, T-E-U-R. Et évidemment, pour un étudiant étranger qui ne connaît pas, ben, il va tomber dans le piège. Il va dire ok, trop bien, j'ai un master et en plus j'ai quasiment même pas fait passer d'entretien, c'est génial, bon, on me fait verser un acompte de 2500 €, c'est pas grave. Et voilà, donc ça, ces écoles jouent sur l'ignorance, malheureusement, des étudiants étrangers qui veulent une admission en très peu de temps, une admission facile. Et en fait, ce genre d'école fonctionne sur les acomptes versés par les étudiants étrangers. Ça peut être 500, 2000 €, etc. Ces acomptes en cas de refus de visa ne seront jamais remboursés. Donc vraiment, je vous en conjure, faites vos recherches. Alors ça ne veut pas dire qu'une école privée c'est une mauvaise école. Encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a des très bonnes écoles privées, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce qui sont privées. Alors, en général, c'est des écoles reconnues avec des vrais concours, des vrais tests, des vraies formations reconnues, notamment par la conférence des titres d'ingénieurs, la commission des titres d'ingénieurs, ou par la conférence des grandes écoles. Voilà. Donc ne vous laissez pas prendre. Ne vous laissez pas prendre aussi comme une formation, c'est marqué titre RNCP, blablabla. Alors oui, en général, il y a une formation qui est reconnue RNCP, mais en fait, malheureusement, ça ne veut rien dire et ça ne veut pas dire que c'est un grade délivré par l'État. Alors sachez qu'en France, la politique, c'est l'enseignement supérieur est libre. C'est-à-dire si moi, demain, j'ai envie de créer une école de comptabilité, par exemple, bah, j'ai le droit. Et je vous dis, bah voilà, vous aurez le diplôme de comptabilité décerné par notre école. Sauf que vous aurez un diplôme qui est reconnu uniquement par mon école. C'est pas du tout un diplôme reconnu par l'État. Donc malheureusement, je vois beaucoup trop d'étudiants qui sont littéralement arnaqués par ce genre d'école. Et malheureusement, ce genre d'écoles sont inattaquables parce que justement, ils jouent sur les failles juridiques en ajoutant une lettre dans le mot master, par exemple. Évidemment, vu que c'est pas le mot master, comme on connaît, ils sont inattaquables. Donc vraiment, ça, je vous en conjure, faites attention à ça. Vous regardez les avis sur cette école, vous regardez les formations, c'est quoi le contenu des formations. En général, les vraies bonnes écoles, il n'y a pas besoin de télécharger tout le PDF ou d'entrer son mail pour avoir la plaquette des formations. Ça, c'est typique, c'est arnaque. Si on veut se renseigner, une vraie bonne école, son site est super clair, il y a les formations, il y a le contenu des formations, il y a même le contact des profs qui sont chargés de ces formations. Il ne faut pas envoyer de mail ou télécharger un PDF ou n'importe quoi. Ça, c'est bidon. Donc vraiment, éloignez-vous de ce genre d'établissement. Encore une fois, je n'ai pas le droit de vous indiquer quels sont les établissements qui pratiquent ce genre de démarche, mais en tout cas, ils sont facilement repérables. Et puis encore une fois, nous, on n'accepte pas ce genre de dossier, c'est pour vous rendre service. Parce que les études en France, nous, on souhaite que vous ressuscitiez des études en France et que vous trouviez un travail. Parce que, évidemment, les études, il y a des gens qui adorent les études, ils adorent en faire toute leur vie des études. Mais en général, les études, on en fait pour trouver un travail. Donc, ce genre d'école, c'est vraiment un point noir sur un CD, quoi. C'est vraiment, pour un employeur, c'est vraiment pas possible. Donc, vraiment, c'est pour vous rendre service que je vous dis. Donc voilà. Donc j'en ai fini. Donc merci de m'avoir écouté.